Et donc, on va vous proposer déjà de nous présenter, et puis après d'aborder trois points, les chiffres et les enjeux de la forêt, avec justement à chaque fois un relais sur des projets que le cabinet Besson-Bols a pu mener. La commande publique, parce que c'est quand même un enjeu énorme pour le bois aujourd'hui. Et enfin, bien sûr, des illustrations architecturales, parce que c'est toujours intéressant de voir comment on le met en pratique. Rapidement sur Fibois Landes de Gascogne, c'est l'interprofession du massif des Landes de Gascogne, donc ce triangle de pins maritimes qu'on voit, avec un enjeu de promotion tout simplement du matériau bois, de dialoguer avec les gens de la filière et d'essayer de rassembler ces acteurs. Vous voyez les organisations fondatrices, elles sont là depuis 2019, elles n'ont pas changé, ce sont des organisations professionnelles donc, dont l'enjeu principal est bien sûr de promouvoir le matériau de sa sylviculture jusqu'à sa mise en œuvre. Voilà rapidement pour Fibois Landes de Gascogne. Léa, je te laisse. Donc, bonjour, je suis Léa Bolz de Besson-Bols Architectes. Le cabinet est en exercice depuis 2015. Notre pratique s'articule autour des valeurs effectivement très fortes de l'attention à l'environnement. Donc c'est vrai qu'on a pour la majeure partie de nos réalisations, nos projets, une grande part dont il s'agit de l'existant. Ce qui est absolument pas visible sur les deux images que vous voyez ici, c'est nos rares projets en construction neuve. Voilà, aujourd'hui, nous sommes une équipe de 5 architectes et nous travaillons à œuvrer dans le sens de la protection de l'environnement. Donc, on va partir sur la forêt. On parlait de forêt, on parlait de chiffres. Du coup, au niveau des chiffres de la forêt, pour vous donner quelques informations globales, je passe. La forêt en France, 17 millions d'hectares, donc vous voyez une répartition. Et vous voyez ce gros triangle de pins maritimes vert qu'on voit là sur l'Aquitaine. Voilà, c'est le massif des Landes de Gascogne. Je pense que vous aviez déjà une notion de répartition entre les feuillus et les résineux, 35% de résineux, 65% de feuillus. Est-ce que vous avez une idée sur la Nouvelle-Aquitaine de cette répartition feuillus-résineux? Je parle Nouvelle-Aquitaine, hein? Eh ben, elle est la même. Le 80-20, il va être sur le massif des Landes de Gascogne en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est 3 millions d'hectares. Il faut savoir que c'est quand même la première région française en superficie forestière. Donc, ça, c'est aussi intéressant. On a un vivier avec beaucoup de massifs. Vous allez pouvoir avoir le massif du Limousin, on va pouvoir retrouver du Douglas. Vous avez les Pyrénées, on va pouvoir retrouver différentes essences de résineux. Et bien sûr, ce massif des Landes de Gascogne. Mais vous voyez, sur ces 3 millions d'hectares, vous le savez peut-être pas d'ailleurs, que c'est 90% de forêt privée. Donc, ce sont des propriétaires privés qui possèdent de la forêt, des fois des très petits parcellaires. Et on parlait tout à l'heure justement de gestion durable. Et l'enjeu de la construction en bois, c'est une fois qu'on a prélevé le bois en forêt, c'est de le replanter. Il y a 37% de ces forêts, de cette superficie en Nouvelle-Aquitaine, qui font l'objet d'un plan simple de gestion. Donc ça, c'est géré avec le CRPF. Voilà, sur ces aspects... gestion durable, je prélève, quand est-ce que je prélève, à quel âge je prélève et quand est-ce que je vais replanter. Tout ça, c'est sur la forêt de Nouvelle-Aquitaine. Et un petit focus sur le massif des Landes de Gascogne. Donc sur les 3 millions d'hectares qu'il y a en Nouvelle-Aquitaine, il y en a la moitié sur le massif des Landes de Gascogne. Alors on se dit le massif des Landes de Gascogne, c'est que du pin maritime. Non, il y a aussi du feuillu. Faut le savoir. Et cette proportion de feuillus augmente chaque année. Parce que justement, les acteurs de la filière sont attentifs aussi aux enjeux sociétaux et entendent ce public demander à garder une forêt. Et on parlait tout à l'heure de biodiversité. Donc, on essaye justement de s'attacher sur des feuillus qui poussent, à les laisser continuer à pousser. Parce que déjà, un feuillu sur notre territoire, il a du mal à prendre. Alors, si on vient le couper, on aura du mal à le replanter. Donc, préservons-les, gardons-les. Et donc, il y a tout ce travail de fait au sein de l'interprofession qui permet justement d'essayer de sensibiliser les sylviculteurs, les forestiers, les scieurs à garder ces feuillus sur le territoire. Donc, 80% de résineux, proportion de propriété privée toujours la même. Là, on va retrouver énormément de forêts publiques. C'est sur tout ce cordon dunaire, puisqu'il faut préserver ce trait de côte. Et le pin maritime joue bien son rôle là-dedans et va être donc géré par l'ONF, toute cette forêt dunaire qu'on va trouver
Et on a aussi, dans les collectivités, et ça on le verra sur la partie commande publique, quelques forêts de communes qui peuvent être intéressantes aussi, arriver à un certain âge, à intégrer dans vos projets. Et je pense que Léa pourra vous faire un petit clin d'œil par rapport à ça. De parcs naturels régionaux, et on a une grosse particularité sur le massif des Landes de Gascogne, comme on a des gros producteurs, des papetiers, qui ont besoin d'avoir une certification gestion durable, ben on a une forêt qui est à 80% certifiée PEFC. Donc gestion durable des forêts. Nous, ça nous permet de nous appuyer quand on a des projets avec des bois qui sont issus du massif, de pouvoir se dire ce sont des massifs qui sont gérés durablement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez prélevé un pin, et ben vous pouvez avoir l'assurance qu'il sera replanté. Et ça, c'est important pour nous dans les messages à faire passer. Ça, c'est les chiffres pour la forêt, mais justement, c'est un enjeu au niveau du territoire. C'est que, bien sûr, ça va représenter énormément de travail. Donc, on va avoir la sylviculture, la gestion forestière, l'exploitation forestière, tout le tissu de transformation. Parce qu'il faut savoir que sur le massif des Landes de Gascogne, vous trouvez tous les transformateurs, du grossir gros bois à celui qui va en faire des panneaux de contreplaqué, des panneaux industriels, donc tout ce process panneau, papeterie. C'est très bien pour les connexes. Ça permet derrière d'utiliser, parce qu'on ne parle plus de déchets en Syrie. Vous n'avez plus de déchets en Syrie. Vous allez avoir 50% qui va partir sur du bois d'œuvre et le reste, ça va être valorisé justement ou sur du granulé pellet ou sur la papeterie. On va pouvoir valoriser tous ces connexes de sciage. Derrière, on va avoir la charpente, bien sûr, toute la mise en œuvre, toutes ces entreprises de mise en œuvre. Et on a l'avantage sur le massif d'avoir aussi les établissements d'enseignement. Qu'ils soient sur la gestion forestière, vous allez avoir le CFPPA de Bazas qui va pouvoir vous former les gestionnaires forestiers, les exploitants forestiers, mais vous allez avoir aussi la charpente, vous avez différents lycées sur le secteur, entre Dax, entre Morsinx, l'industrie aussi. Donc on a vraiment un massif qui est très mobilisé avec ses 5,6 millions de mètres cubes de bois récoltés par an, et donc c'est 34 000 emplois directs. Donc on a vraiment une économie autour du bois sur le massif qui est importante et qu'il est nécessaire de valoriser pour pouvoir continuer à faire perdurer. Et du coup, avant de passer la parole à Léa, je voulais vous faire ce petit schéma. Avant de pouvoir obtenir ce type de bâtiment, il y a vraiment des enjeux économiques. Donc je vous le disais, par rapport à l'emploi, par rapport à la valeur territoriale qu'on veut faire passer. Les enjeux environnementaux, on vient de le voir. Typiquement, voilà, le bois a toute sa place à jouer dans la décarbonation, et des enjeux sociétaux sur l'acceptabilité des coupes. On le voit, la coupe rase aujourd'hui, c'est vraiment dans le viseur des agences environnementales. Et il faut essayer d'expliquer. Et c'est aussi aux professionnels de la filière de pouvoir expliquer. Pour exemple, j'étais en entretien avec un élu sur le bassin d'Arcachon qui ne connaissait pas forcément la forêt landaise, son mode de sylviculture. Et quand il y a une coupe rase dans la forêt du Nézère, il n'était pas à même de pouvoir expliquer qu'en fait, c'était juste une sylviculture, une récolte, en fait, tout simple. On accepte de voir récolter un champ de maïs, et à un moment donné, il faut expliquer que le bois, c'est plus long. Alors forcément, quand on est habitué, ça fait 40 ans qu'on est là, on voit une forêt, puis au bout d'un moment, on se dit, elle n'est plus là, cette forêt, elle est passée où? Mais ils vont construire quoi? Ils vont mettre quoi à la place? Ils vont mettre des champs de panneaux photovoltaïques, ça on l'entend tous les jours. Donc l'idée, c'est de pouvoir leur dire, non mais attendez, c'est le cycle normal de la sylviculture. Et ça aussi, c'est pouvoir aider les professionnels et les acteurs de la filière à accompagner ce discours avec différents documents et autres. Et du coup, je vais passer la parole à Léa qui va pouvoir vous présenter un projet pour illustrer ces enjeux. Donc vous voyez ici deux photographies de la salle Charles Buffard à l'Esperon, qui est un lieu associatif. Il s'agit du premier bâtiment public que nous avons livré donc en 2019. Je vous parle de ce projet parce qu'il est inscrit sur le territoire des Landes et qu'il réunit à peu près tous les enjeux dont vient de parler Géraldine. À savoir que c'est notre première commande publique. Le maître d'ouvrage, c'est la commune de l'Esperon. Et on a travaillé avec la commune de l'Esperon dans le sens de stimuler les acteurs locaux. Alors on était quand même dans le cadre du marché public, donc ça ne peut pas être l'objet de critères. Néanmoins, on peut orienter la qualité des matériaux pour cibler une certaine provenance, sans la citer, bien entendu. Ici, nous avons donc un bâtiment avec une apparence en bardage bois.
il n'y a pas que son apparence qui contient du bois. Donc, on a le plan là qui vous est explicité. Pourquoi je vous ai montré les plans, c'est pour vous montrer qu'avec le bois, on peut faire n'importe quelle forme que l'on veut. Le bois ne contraint absolument pas la forme spatiale, les espaces. On peut faire tout un tas de choses. Et ici, le programme nous permettait de choisir librement les formes qu'on voulait donner, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc à l'extérieur, c'est un bâtiment relativement simple avec deux creux. Un grand creux pour une terrasse et l'autre creux pour l'entrée, qu'on ne voit pas ici, qu'on voit sur ce plan. On a essayé, donc pour notre premier projet public, de travailler les ouvertures, les orientations. Ce qui est très important aussi, il n'y a pas exclusivement les matériaux, mais une vraie architecture bioclimatique, donc faire attention à l'ensoleillement, aux orientations, aux apports solaires gratuits, se protéger un maximum des surchauffes. Voilà pourquoi on a cette grande terrasse qui est couverte pour être protégée et pouvoir être exploitée néanmoins. Le point donc important de ce projet, c'est donc qu'il est construit très très majoritairement en bois et avec des matériaux biosourcés. Nous avons eu la chance de tomber sur l'entreprise Dubernay pour la charpente, donc qui a traité autant des murs que de la charpente et aussi de la couverture. On a beaucoup travaillé avec Bastien Dubernay sur la provenance des bois, donc l'entièreté des bois utilisés est français. Et on a aussi travaillé en amont, pendant la conception du projet, sur la nature des bois de bardage. Donc les bois laissés à griser naturellement dans les creux de la terrasse et de l'entrée sont en pin maritime. Et le bois que vous voyez qui est noir, c'est un bois qui a été un bois français, issu du massif du Limousin, qui a été brûlé et lasuré en noir. C'est une technique inspirée des techniques japonaises, comme on a pu voir dans les diapositives de monsieur. Effectivement, c'est une technique ancestrale qui permet de maintenir le bois dans un état d'apparence déjà noirci, pré-grisé. C'est pour ça qu'on... Les essences qui sont utilisées au Japon sont des essences qui sont pour nous exotiques. On ne voulait pas utiliser d'essences exotiques parce que ça nous paraissait absurde de faire venir du bois d'excessivement loin, alors que l'idée, c'était de rester dans un tissu assez local. C'est pourquoi, avec le brûleur de bois, c'est la personne chez qui s'est fournie l'entreprise Dubernay, on est allé les voir pendant la conception pour... Imaginez avec lui quelle était l'essence française la plus intéressante à utiliser pour avoir cet aspect bardage bois brûlé, sans que la partie brûlée, puisqu'en fait c'est la partie qui devient assez molle finalement, en tout cas sur nos bois français, avec le temps, elle finit par s'enlever et donc on n'a plus tellement l'aspect de bois brûlé. C'est pourquoi on a voulu que le bois soit brûlé, brossé, donc ça gardait son aspect brûlé en surface et ensuite lasuré en noir. Et on a pu donc utiliser du bois français. La charpente en lamellé collé, j'ai pas grand chose à dire dessus. Et ensuite, tous les murs périphériques qui portent la charpente ce sont des murs à ossature bois, qui sont remplis a posteriori d'un isolant donc également biosourcé qui vient de Vendée. C'est du chanvre, du lin et du coton qui a des bonnes performances thermiques. Le lambda à l'époque c'était 0,38. Je crois qu'on est toujours à peu près sur les mêmes performances. Ces images intérieures pour vous montrer que si tant est qu'à l'extérieur on voit énormément le bois, à l'intérieur sur ce premier projet il a quasiment totalement disparu. Donc
l'architecture, en tout cas les ossatures ou la structure bois ne présuppose pas d'un revêtement bois fatalement à l'intérieur. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Dans les projets que je vous montrerai par la suite, c'est tout à fait différent. Donc là, on a un beau projet, une commande publique. Et comment, dans la commande publique, je viens mettre mon bois? Il y a quand même des enjeux et des lignes de conduite qui nous sont données au national. Bien sûr, il y a la stratégie nationale bas carbone. On va retrouver la réglementation RE 2020, donc forcément avec des objectifs à atteindre de décarbonation dans le bâtiment. Et puis on a une région où il y a une ligne qui est donnée par le président de région Alain Rousset. On a eu Néoterra 1, Néoterra 2, qui vient demander un peu à justement essayer de rentrer en ligne de compte. Et donc sur cet aspect construction, se dire comment on va pouvoir décarboner la construction de demain et comment essayer d'être plus vertueux dans nos projets, que ce soit en termes de construction, mais aussi de rénovation. Et donc, au niveau des collectivités, il y a vraiment un engagement des territoires. Et ça va être comment déjà, au sein d'une communauté de communes, on peut inscrire dans un PLUI cette notion, effectivement, de décarbonation et de construction durable. Donc on va avoir cette échelle communauté de communes, et puis après on va se dire on va essayer de le décliner à l'échelle de la commune. Alors c'est pas toujours évident, il va y avoir au niveau des conseillers municipaux, communautaires, etc. Il faut essayer de trouver des solutions qui permettent quand même de continuer à construire, parce que l'économie est telle qu'elle est aujourd'hui et on peut pas toujours tout faire, mais comment essayer de conjuguer un peu cette notion économique et cette notion durable. Donc c'est essayer de réfléchir à l'échelle du projet. Alors on a des projets qui peuvent différer. Il y a des communes qui sont déjà très engagées. Monsieur Sartre de Garin avec les siens, on sait déjà qu'il y a pas mal de projets qui sortent et qui vont avoir cette notion de bois à l'origine, et puis d'autres projets où il va falloir amener la maîtrise d'ouvrage à se dire est-ce que vous ne pourriez pas instaurer des matériaux plus durables? Et à partir du moment où on va vouloir intégrer du bois, il va falloir vraiment le penser en amont. J'ai discuté à midi avec vos collègues du CAUE. Des bardeaux de bois pin maritime, c'est ce qu'il y a sur le village de la Dune du Pilat. Et 2 mois avant, ils voulaient changer ceux qui étaient pas possible de remettre, ils voulaient les mettre 2 mois après. Mais en fait, le bois, c'est un matériau, il faut le couper, il faut le sécher, il faut le scier. Donc, il faut essayer d'anticiper tout ça. Donc, sur un projet, c'est vraiment son étude préalable, sa conception, et puis après, au niveau de sa réalisation, on a vraiment sur une échelle de projet différente. Il faut vraiment penser le projet, et ça, je pense qu'ils en parleront mieux que moi tout à l'heure, au départ, pour pouvoir aboutir à un projet où on va pouvoir trouver des solutions bois. Alors, j'ai envie de vous poser quelques petites questions. Vous voyez, le logo des communes forestières, c'est une présentation qu'on fait souvent en commun avec Marion Dupragneto sur la commande publique. Et c'est des petites questions que je vais piquer. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Voilà. Est-ce que vous savez sur ces affirmations lesquelles sont vraies? Entre la collectivité, elle peut acheter du bois et le mettre à disposition des titulaires des marchés de travaux. La collectivité peut utiliser le bois issu de sa forêt dans ses projets de construction. La collectivité n'a pas le droit d'utiliser le bois. Et la collectivité peut inscrire ses choix dans les pièces de marché. Allez, A, B, C, D, toutes. Alors, on enlève la C tout simplement. Voilà, les 2 premières, vous allez pouvoir sécuriser l'approvisionnement. Vous avez du bois sur votre commune, vous pouvez le faire, vous pouvez utiliser ce bois de commune, il faut l'inscrire dans son marché. Et ça permet, derrière, au niveau de système de garantie type certification, sur Bois des Pyrénées, vous avez la certification Bois des Pyrénées, mais vous avez aussi une certification Bois de France. En s'appuyant sur un label Bois de France, en s'appuyant sur ce type de label, vous pouvez derrière sécuriser votre approvisionnement. Autre question? On parlait tout à l'heure avec Léa. Le bois sera de provenance locale, le bois sera en Douglas du Limousin, le bois sera en pin maritime, le bois sera en sapin du Nord, ou le bois sera en Douglas ou équivalent. Laquelle vous gardez? Ouais. Effectivement, on va garder que l'AE, parce qu'en fait, pour une question de concurrence, un marché public, tout simplement, vous ne pouvez pas définir un territoire géographique, vous ne pouvez pas définir une essence, par contre, vous pouvez définir une essence ou son équivalent. Et on va aller rechercher des propriétés physiques dans certaines essences que vous n'allez pas retrouver dans d'autres. Et l'avantage d'écrire une essence ou équivalent, c'est qu'on va pouvoir aller rechercher dans cette essence sa provenance. Et du coup, si on n'y met pas maritime dans le coin, le pain maritime, ça va être facile. Il est ici.
en sachant qu'elle ne les possède pas. Par contre, si elle possède ce bois, elle va sécuriser son approvisionnement sur le marché. C'est la subtilité entre la question de précédente, où en fait elle est propriétaire de ces bois, et la subtilité sur cette question, où en fait elle veut une essence, on veut une essence qui va être locale, mais on n'en est pas propriétaire, on ne la possède pas. Voilà, c'est vraiment la subtilité entre ces deux questions. Donc, les différents outils pour s'appuyer, bien sûr, il y a voilà, le code de la commande publique. Je pense que vous le connaissez mieux que moi. Je vous le laisse. Mais voilà, il y a quelques éléments, justement, donc, sur cet article général 2111-1, en prenant en compte des objectifs de développement durable. Donc là, c'est des critères de développement durable. Donc, on peut très bien dire, moi, je veux que le bilan carbone de mon matériau il soit inférieur à ça. Et donc, du coup, vous n'êtes plus sur le critère de marché, vous n'êtes plus sur le critère prix, vous êtes sur un critère de décarbonation. Donc ça, c'est un critère qui peut être pris en ligne de compte. Et après, il y a les articles en R, où là, vous avez effectivement l'acheteur pas imposé à l'opérateur qui détient un label particulier. Donc, je vous parlais tout à l'heure, label Bois de France. Vous avez aussi la certification PEFC, vous avez tous ces enjeux-là. Et du coup, ces organismes-là, je ne sais pas si vous allez diffuser la présentation après, mais voilà, vous voyez les petits nuages là dans la présentation. Vous pouvez télécharger, ce sont des documents qui sont téléchargeables en ligne. D'une part, vous avez le guide pour un usage responsable du matériau bois dans la construction publique, édité par Bois de France, et de l'autre, des nouveaux documents qui sont sortis de PEFC sur produits bois ou à base de bois issus de forêts pérennes. Voilà, donc il faut vraiment vous appuyer sur les acteurs locaux pour pouvoir derrière essayer de valoriser au maximum le bois dans votre commande publique. Et je vais laisser Léa développer sur un marché qui était plutôt intéressant. Le deuxième projet que je voulais vous présenter, donc on fait un grand écart, parce que c'est le plus grand projet qu'on a livré pour la rentrée 2025. Donc il a été livré en août. C'est un projet qu'on a fait en association avec l'agence Ferron Monroe, qui est aussi à Bordeaux. Donc c'est un groupe scolaire qui comprend 9 classes, un périscolaire et 2 restaurants pour les maternelles et pour les élémentaires. Donc ce groupe scolaire se situe à Audange. C'est un groupe scolaire neuf. Les ambitions donc de la maîtrise d'ouvrage dès le départ pour le concours, c'était d'avoir donc un bâtiment qui vise le E3C2, donc avec des ambitions environnementales très, très fortes. On a été accompagné du CETAB pour tout ce qui est études techniques sur ce projet. Et les charpentiers sur ce projet, c'est l'entreprise Lamécole. Les murs de ce bâtiment, donc majoritairement en simple rez-de-chaussée, et là pour l'aile élémentaire que vous voyez, sont en mur à ossature bois remplis de bottes de paille. Donc ils ont été tous préfabriqués en atelier. Et la charpente est en bois. On a utilisé ici vraiment un maximum de matériaux biosourcés, dont le bois. Je ne saurais pas vous dire les proportions de l'un et de l'autre. Néanmoins, il y a vraiment énormément de matériaux biosourcés ici. On a également, fort d'une proposition et d'un élan de notre part, mais vraiment très accompagné de la maîtrise d'ouvrage, réussi à utiliser donc du bois local, du pin, qui a été repéré très en amont dans les études. Il me semble que c'était au niveau de l'APS ou de l'APD, afin effectivement de pouvoir avoir le temps pour l'utiliser pendant le chantier, sachant que, opération tout compris, on a 30 mois entre le moment où on a gagné le concours et le moment où on a livré le bâtiment. Donc il a fallu qu'on ne perde absolument pas de temps et qu'on soit très efficace. Donc on a pu, grâce aux ambitions et aux exigences de l'équipe, donc quand je dis équipe, c'est maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, contrôle technique et les entreprises, pu utiliser du bois de la commune sur ce projet. Et donc ici, contrairement au lieu associatif que je vous montrais précédemment, le bois est excessivement présent, donc que ce soit dans le mobilier, dans les escaliers, dans la structure qui est visible. Les menuiseries sont en pin maritime
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les essences? Que tout le bois utilisé est français, parce qu'on a effectivement utilisé là plutôt les critères environnementaux pour cadrer la provenance des matériaux. Et donc se retrouve aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et petit clin d'œil à l'intervention tout à l'heure sur les matériaux géosourcés, mais on a aussi réalisé un petit chantier participatif. Je dis on, moi pas du tout. L'association Chapeau et Bottes, donc Amélie Bourcard, s'est rapprochée de la mairie, pareil, dans un élan collectif, et a réuni des enfants et des personnes, des adultes qui étaient partie prenante pour réaliser avec les sédiments de dragage du bassin des briques de terre crue qui ont été utilisées pour réaliser ce banc qui entoure un des arbres qu'on a réussi à préserver sur le site. Voilà. Donc le bois est vivant également sur le site et resté sur le site. C'est vrai. Et je continue sur ma lancée pour vous présenter également un de nos derniers projets livrés d'une échelle beaucoup plus modeste, néanmoins tout aussi intéressante. Il s'agit là donc de l'extension et de la rénovation de la médiathèque Jean-Louis Villeneuve à la Bouère. Donc la médiathèque existante, c'est la bâtisse blanche que vous voyez à droite et à gauche sur les deux images, qui est en rez-de-chaussée de ce bâtiment très traditionnel, dont une des façades est en pan de bois. On a dû d'ailleurs rénover ces façades, et pour aller encore plus loin dans la réflexion bois, on aurait aimé pouvoir le laisser apparent, mais il était dans un état beaucoup trop dégradé, et ça on a pu le découvrir qu'au moment où on a piqué l'ensemble des enduits appliqués ultérieurement. Et donc on a dû réenduire l'entièreté de la façade, ce qui nous a un peu peiné, mais c'était pour la pérennité du bâtiment. Et l'extension qui se déroule donc sur la parcelle tout autour du bâtiment, donc sur sa façade sud et sa façade est. Donc la façade est est ici, la façade sud, c'est la façade qu'on voit en long ici, permet de retrouver beaucoup plus de confort à l'intérieur du bâtiment. Ici, nous avons aussi la chance d'avoir travaillé avec quasiment que des entreprises landaises, donc l'entreprise Massy pour la charpente et la couverture, et l'entreprise Soubaber pour les menuiseries extérieures. On voit le bois ici donc en vêture de façade extérieure. En mur ossature bois, on ne le perçoit plus, mais on a bien des murs à ossature bois et une charpente bois. L'isolant utilisé ici est plus classique que de la botte de paille, c'est de la laine de bois tout à fait couramment utilisée maintenant. Ça nous permet également d'avoir un bon confort d'été, un bon déphasage, et on a utilisé des petits dispositifs tels que l'avant-toit que vous voyez sur la gauche pour protéger la terrasse, un peu comme à l'Esperon, du rayonnement solaire estival, pour ne pas causer trop d'inconfort à l'intérieur donc, de cette extension que vous voyez ici. Et on voit un peu de bois à l'intérieur par les menuiseries bois en carrelet de pin et par les poteaux de charpente de l'extension qui se lovent sur deux façades autour de la bibliothèque actuelle. Et donc là, c'est l'intérieur partiellement de la bâtisse actuelle. Et donc, on voit que non seulement à l'extérieur, il y avait du pan de bois, mais que tout le cloisonnement, donc ça, c'est le travail qui a été fait précédemment. Parce que la particularité de ce projet, c'est que on est arrivé, nous, en 2022, il me semble, alors que la médiathèque a été rénovée en 2019. Et donc, on a voulu vraiment ne pas dénaturer l'intervention qui avait été réalisée et qui mettait à jour les cloisons à pans de bois qui sont existantes et qui sont révélées et qu'on voit donc dans ces images ici. Donc on peut voir autant le bois dans son aspect naturel que peint, que dans son aspect historique, que neuf, et on arrive à faire un ensemble harmonieux avec tout ceci. Dernier petit clin d'œil donc pour l'intérieur.
Il me semble que tu en parlais tout à l'heure. On a travaillé avec des panneaux de rôle peint, donc en bois encore très local, fabrication locale, industrie locale. Donc l'idée effectivement de chacun de ces projets que je vous ai montrés là, dans la continuité de ce qu'a dit Géraldine, c'est que la construction bois permet aussi de stimuler toute la filière locale de l'endroit d'où le bois est extrait jusqu'à l'endroit où il est mis en œuvre et passant par toute la case des acteurs qui vont travailler autour de ce matériau bois et après des matériaux biosourcés plus généralement. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour Audange, mais la paille, il me semble qu'elle venait du Lot-et-Garonne. Donc on est vraiment sur des matériaux d'une provenance relativement locale. Et donc du coup, pour finir, alors ce ne sera pas une surprise, hein, on vous a présenté des projets de maîtrise d'ouvrage public. Moi, je crois fort en l'exemple donné par les collectivités, puisque c'est en voyant des projets exemplaires en bois que les gens vont avoir envie d'explorer le bois. Les particuliers, mon public principal, c'est pas le particulier, parce que le particulier, s'il veut mettre du bois, il le fera. Mais par contre, voilà, pouvoir proposer des projets comme ça, les collectivités montrent à quel point l'économie et le bois a sa place dans la construction, dans le territoire. Et du coup, pour vous donner un petit clin d'œil, mardi après-midi, j'étais au SCBA et Patrice du laboratoire disait c'est intéressant parce que nous, on est passé de 3% de part de marché en construction à 10% en 10 ans. Donc on a encore 90% de part de marché. Le béton, on a perdu donc 7%. J'aimais bien l'exemple. Et pour vous montrer, donc il y a une enquête nationale construction bois qui est menée par Fibois France avec des partenaires au niveau national, qui est faite tous les 2 ans. Et pour vous, voilà, je voulais vous faire un petit retour des chiffres. Donc les petites flèches, forcément tous les 2 ans, ça veut dire que on sait l'évolution des chiffres à ce moment-là. Alors vous voyez sur les bâtiments non résidentiels, les extensions sur élévation, comme on a changé d'organisme pour faire cette enquête, du coup on ne peut pas comparer ces critères-là. Donc ça c'est une petite frustration. Donc par contre, on voit au national que le chiffre d'affaires de la construction reste similaire, quand en Nouvelle-Aquitaine il a un peu baissé. Voilà, ça on le sait, on le voit. On a recensé un certain nombre d'entreprises, on a un bon taux de participation à cette enquête. Le nombre de salariés, pareil, on a une certaine stabilité sur ces entreprises, ce qui peut être rassurant aussi. Après, au niveau des parts de marché du logement, quand au national, on voit que ça stagne. En local, en Nouvelle-Aquitaine, on voit que ça augmente. Je pense qu'on aura un bon exemple juste après sur justement le logement. Et donc, qu'on voit encore aujourd'hui, et nous on le voit sur d'autres chiffres menés avec la CERC en Nouvelle-Aquitaine, c'est que l'extension et surélévation, on a toujours un tiers des parts de marché, parce que le bois c'est léger, c'est facile à mettre en œuvre. On le voit sur les projets que vous a présentés Léa, le bois vient toujours en complément d'un bâti et ça part à jouer. Donc on sait qu'à ce niveau-là, et comme plus ça va aller, plus si on veut être frugal dans ces projets, etc., il va falloir tenir compte de l'existant. Et cet existant, on peut l'améliorer. Il y a une friche à Garin qui a été réhabilitée, où ils ont réussi à garder certains éléments en bois, ils ont remplacé ceux qui ne pouvaient pas rester. Et voilà. Et ils ont travaillé sur cet existant. Et ça, c'est intéressant à voir, parce que c'est vraiment une approche qui est plus frugale dans le temps et qui permet de respecter ces enjeux sociétaux qu'on a de décarbonation. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Je crois que nous sommes dans les temps. Oui, on va se permettre de faire une petite entorse à ce que je vous ai dit juste après l'intervention de Bertrand Charrier, parce que Léa Bolz notamment a un impératif horaire. Donc si vous avez des questions pour Léa Bolz notamment, c'est maintenant. Alors ceux qui parlent, ils se lèvent, ils se présentent, et voilà. C'est pour faire l'effort. Marc Tollis, Équilibre, je suis architecte aussi. J'ai peut-être pas bien suivi. Comment tu as fini les parois intérieures sur l'école quand tu étais en paille? Tu étais sur des enduits ou sur une paroi un peu plus technique avec du placo? Non, pour des questions économiques, on n'a pas pu faire d'enduit. Sur l'école, pardon. Oui, l'école. Le groupe scolaire, oui. ouais. Alors, il y a
Non, on est en doublage intérieur partout, placo. Donc il y avait une ossature, enfin une double ossature ou une ossature traversante autour de part et d'autre de la paille, quoi, grosso modo. Oui, une ossature traversante. Ouais. Ok, merci. Moi, j'ai une question plutôt filière qui est... pardon, je l'ai oublié ma question. Ouais, si, ma question, c'est on a parlé bois, forêt, de la problématique de la monoculture dans les Landes de Gascogne. Est-ce que je voudrais savoir, voilà, vis-à-vis de la filière, point de vue de la filière, comment cette problématique de la monoculture elle est envisagée, ce qui nous permettrait, nous aussi, architectes, d'envisager de poser autre chose que du pin des Landes, qui on ne le dit pas, mais qui quand même présente quelques problématiques voilà. Quelques problématiques qui sont solubles, mais par exemple, on parle c'est un bois à croissance rapide qui se coupe de plus en plus jeune. Il y a pas mal d'aboutage, il y a aussi des nœuds qui parfois posent des problématiques esthétiques, etc. Enfin bref, et puis donc on aimerait bien pouvoir disposer d'un panel peut-être un peu plus large. Donc comment cette problématique de la monoculture est-elle envisagée ? Je ne vais pas prendre de risque, on ne changera pas la monoculture du pin maritime. Tout simplement parce que c'est un arbre qui pousse bien dans le secteur. Les projections de la FNB sur les essences qui vont venir, le pin maritime ne va pas s'arrêter au massif des Landes de Gascogne, mais c'est un pin qui résiste énormément bien au réchauffement climatique, dont les hivers pluvieux ne le dérangent pas trop. Donc ça a l'avantage d'être un arbre d'être une essence qui va probablement se développer ailleurs que sur le massif des Landes de Gascogne. On a un pépiniériste qui nous explique par exemple que sur 20 chênes qu'on va vouloir planter, il n'y en a qu'un qui prend. Et ça, c'est très compliqué. Il nous explique qu'on manque énormément de ressources, donc de glands, de chênes tout simplement. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à pousser n'arrivent même pas à donner le matériel de reproduction pour pouvoir faire des plants de chêne. En plus, sur notre secteur, le chêne, il souffre de l'attaque de la punaise réticulée. Donc typiquement, on a des difficultés à trouver d'autres essences qui poussent sur notre territoire. Voilà. C'est pour ça qu'au niveau de la filière, on travaille. Dès qu'on a d'autres essences sur le territoire, on n'y touche pas. Pour essayer justement déjà de les laisser pousser. Et puis derrière, pour essayer d'avoir d'autres matériels de reproduction pour pouvoir avoir d'autres essences. C'est vrai que c'est un modèle de forêt de production. Et donc le massif des Landes de Gascogne, pour le moment, va continuer à suivre ce modèle tout en s'adaptant quand même aux demandes de la société. C'est pour ça qu'il y a un gros travail qui est mené avec la CEPANSO sur le massif pour essayer d'être plus cohérent par rapport à des notions de coupe rase, des notions de respect de ripisylve. Donc c'est tous ces arbres qui poussent en bordure de rivière qu'on ne touche plus. Voilà. Il y a quelques années, on pouvait se dire c'est là, on va couper, puisque de toute façon j'ai ma coupe à faire. Voilà. Il y a maintenant, c'est ce que vous voyez, pour ceux qui circulent sur le territoire depuis 20 ans. Il y a 20 ans, quand il y avait une coupe rase, c'était une coupe rase et c'était vraiment un blanc. Aujourd'hui, on voit ces feuillus qui restent sur le parcellaire. Donc voilà, c'est des évolutions. Il y aura probablement d'autres évolutions. Je laisse les sylviculteurs et les scieurs choisir leur méthode sylvicole. Mais je pense qu'effectivement, sur le massif, on aura des difficultés à vous proposer autre chose que du pin maritime. Par contre, si on va chercher, ça reste du territoire, si on va chercher sur le plateau du Limousin, du Douglas ou sur la chaîne des Pyrénées du pin sylvestre ou du pin laricio, on reste sur du bois de territoire. Et donc on va pouvoir répondre à d'autres enjeux. Typiquement, effectivement, un pin maritime, il va pousser biscornu, donc on va avoir des longueurs de 2,40 qu'on va abouter. Voilà. Après, avec des entreprises comme la Mécole, on peut avoir de très belles charpentes abouter avec de très grandes portées sur du pin maritime. Il y a encore 10 ans, la Mécole ne collait pas du tout de pin maritime. Aujourd'hui, il colle 95% de maritime. C'est donc bien qu'il y a des recherches qui sont faites. J'ai oublié le nom de sa recherche, la Mécole, sur Propinlame, je crois, avec Gascogne. Voilà, sur d'autres dispositifs. Donc, on va être vraiment sur des bois d'ingénierie, du coup, sur des bois techniques et pas sur de la charpente brute, bien qu'on a encore quelques scieurs, je pense Somoma sur le sud des Landes ou la Brousse en Gironde, qui arrivent à sortir de la charpente pin maritime de 6 mètres.
en massif. Donc c'est intéressant aussi. Il y a ces discours qui sont menés, d'essayer de rallonger les cycles, parce qu'effectivement, on voyait des cycles de culture se réduire petit à petit et se dire, bah, tiens, à 30 ans, je fais une coupe rase. Eh bien, aujourd'hui, on essaie, voilà, entre les scieurs et les sylviculteurs, de diffuser un discours, d'essayer de laisser grossir les arbres. Voilà, il y a une campagne qui s'appelle Action Bois d'œuvre. J'ai 40 ans, j'ai fini de grandir, maintenant, laissez-moi grossir. Voilà, typiquement, c'est des campagnes de communication qu'on fait pour essayer de sensibiliser les sylviculteurs à cette notion de laisser grossir ces arbres et pouvoir faire du bois d'œuvre. Ça n'aura pas d'impact sur les autres économies de la filière, comme le papier, qui a besoin aussi de bois, mais là, il y a du connexe. Donc, approvisionnez-les en connexe. J'espère avoir répondu à la question. Mais pour l'instant, il y a du pain maritime. Y a-t-il d'autres questions ou on est bon? Merci. Bonjour à tous, donc Clément Massetta, la DDTM des Landes. Une question, moi, sur aujourd'hui, qu'est-ce qui freine le développement du bois dans la construction par rapport à des constructions plus classiques, notamment peut-être côté privé, maisons individuelles, etc. Moi, j'imagine qu'il y a une question de coût, mais je n'ai pas du tout d'ordre de grandeur par rapport à des questions classiques, briques par exemple. Il y a peut-être un côté esthétique aussi, je ne sais pas du tout. Quand on voit un bâtiment comme en photo, là, c'est clair que ça donne envie, c'est joli. On sait que le bois, ça grise naturellement. Est-ce qu'aujourd'hui, les technologies qu'on a, les traitements qui existent aujourd'hui, est-ce que ça dure plus longtemps dans le temps? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent rassurer les gens sur ça? Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez en dire plus sur tout ça. Je pense que le bois, comme les matériaux biosourcés, souffre de pas mal d'a priori. Et que du fait que ce sont des matériaux qui sont issus de la biomasse, ils sont vivants, ils évoluent avec leur environnement et que c'est quelque chose qui devrait être accepté, comme nous tous, on évolue dans le temps. C'est pareil pour une architecture. Tant que sa pérennité n'est pas engagée, nous, en tout cas à l'agence, on alerte du fait que l'aspect du bâtiment est amené à évoluer sans que ça engage sa pérennité, parce qu'effectivement, sinon, ça n'aurait aucun sens. Le coût, c'est pareil, c'est là un peu dans la même philosophie. Il y a un coût à l'achat, à la construction, et ensuite il y a un coût autre que les euros aussi à la construction. Et puis il y a le coût des économies d'énergie éventuellement qu'on pourrait réaliser si on fait, on va dire, les mêmes espaces avec différents matériaux. Ils ont différentes propriétés physiques. Ils nous protègent différemment du froid, du chaud. Peut-être qu'à un instant T, il est plus intéressant à mesurer sur un coût global, mais d'investir un peu plus dans une construction peut-être plus vertueuse pour faire des économies par la suite, sans préjuger, parce qu'en fait, c'est vrai que là, tous les projets que j'ai montrés, la vêture était en bois, mais on peut très bien construire en matériaux biosourcés avec des vêtures enduites. On l'a fait, je ne l'ai pas montré ici parce que bon, ce n'était pas le but de faire une collection de projets, mais c'est pas parce qu'on construit en bois que le bois est forcément visible à l'extérieur. Le bois souffre aussi de préjugés qu'on pourrait apposer à un enduit. Beaucoup d'enduits qu'on voit mal protégés, mal réalisés, vieillissent mal. Je pense qu'il faut peut-être essayer de rester un peu ouvert et tant que les matériaux sont mis au bon endroit et sont bien mis en œuvre, je pense qu'il y a, à mon sens, pas vraiment de sujet, si ce n'est un peu de pédagogie, peut-être pour comprendre pourquoi on met tel matériau à tel endroit et pourquoi c'est peut-être mieux, si c'est pas trop présomptueux de dire ça. Voilà. Oui, excusez-moi, j'interviens là-dessus. Donc, en tant qu'avocat du matériau,
Je voulais dire en fait ce que vous avez dit en dernier, c'est-à-dire que le bois, il faut le connaître pour bien l'utiliser. Et quand on l'utilise correctement, eh bien, ça peut durer des centaines d'années. Ensuite, aujourd'hui, il y a toute la technologie qui intervient, que ce soit au niveau de la sylviculture, avec les évolutions. Alors, j'ai parlé du plan maritime. Bon, il n'y a pas que le plan maritime, mais au niveau du plan maritime, aujourd'hui, quand vous regardez les nouvelles plantations, les arbres poussent droit. Parce qu'on a des améliorations génétiques par croisement qui font qu'il y a une amélioration de la qualité du matériau aussi qui se fait à ce niveau-là. Mais pour pouvoir bien l'utiliser au bon endroit, il faut faire l'effort de comprendre comment se comporte le matériau et quels sont les environnements auxquels il ne faut pas l'exposer. Et généralement, les incidents que l'on a avec le matériau qui pourrit à certains endroits est lié à une méconnaissance ou à une mauvaise utilisation du matériau. Et donc ça fait une mauvaise presse et ça donne une mauvaise image. Et ça c'est dommage parce qu'on a des exemples de, voilà, comme je le disais, de bois ou de charpentes qui ont plus de 1500 ans parce qu'elles ont utilisé le bon bois avec la bonne durabilité. Et qu'aujourd'hui, on est capable aussi d'améliorer la durabilité du bois, y compris en extérieur, de gérer plein de choses. Mais il y a cet effort de connaissance et d'apprentissage du matériau qui est à faire. Donc ça demande effectivement une certaine culture à acquérir. Alors moi, je rajoute un tout petit complément de réponse. C'est le GIEC estime aujourd'hui à 210 milliards par an le coût du réchauffement climatique. Donc on a eu une démonstration quand même assez parfaite dans la première... Donc après, je pense qu'il y a des maîtres d'ouvrage dans la salle. Comme l'exemplarité de la commande publique, elle est extrêmement importante. Et effectivement, le bois, il faut pas... Enfin, je pense que c'est difficile de le nier. Le bois, aujourd'hui, un mur ossature bois assez basique, il coûte quand même déjà un petit peu plus cher qu'une construction en thermobriques basique. Voilà. Donc, faut pas se leurrer, c'est un coût, mais par contre, ça dépend de quel coût on parle. Donc, on parlait de coût global, je pense que la réponse était importante, quoi. Oui, Thierry Cazot, conseil départemental chargé de mission forêt. J'ai écouté vos propos et merci d'avoir fait les éloges du bois, de la construction bois et autres. Mais il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, et c'est un peu pour répondre à votre question du coût d'un mur bois plutôt qu'un mur béton. Il y a un autre élément qu'il ne faut pas négliger, c'est que les constructions bois que l'on peut réaliser à l'intérieur d'une zone urbaine, on l'a fait à l'extérieur d'abord de la ville. Et ensuite, on vient construire très rapidement un bâtiment. Alors que pour le béton, on fait tout sur place, ça fait du bruit, des nuisances et autres. Tous ces éléments-là servent, entre guillemets, à plaider pour la construction bois. Et je vais en plus rajouter, je suis encore dans les 2 minutes, je crois, que le président Fortinon du département des Landes est donc très attaché à promouvoir la construction bois, mais construction bois en tant que structure. Le bardage, ça ne l'intéresse pas trop. Il a bien compris que le bois, et si on le mettait intelligemment, comme vous dites, à l'intérieur, si on le positionne bien, il a une très grande durabilité. Et pour en conclure, je prends l'exemple de Marquez. Il me semble qu'il y a des bâtiments qui sont assez anciens pour attester qu'il est durable, quoi. Il est longévif, il va durer très longtemps, mais les anciens, ils savaient le sortir de la partie terrestre pour qu'il ne se mouille pas, pour qu'il ne soit pas en contact avec le sol. Donc on n'invente rien, hein. Ils l'ont déjà fait bien avant nous. Donc le président Fortinon a bien compris ça aussi, lui, mais en plus, il est attaché à ces éléments-là, et la collectivité est prescrite de bâtiments bois, et on est en train de réaliser on en a réalisé plusieurs bâtiments en bois dans le département, mais le second, Xilomat, sera sûrement abondé par Émilie Bernardi de PEFC qui démontrera que ce bâtiment il va être certifié PEFC dans les prochaines semaines, prochains mois, et qui atteste bien que le département des Landes, et ce sera son 2e bâtiment qui sera mis en place, puisque le village landais Alzheimer a déjà été certifié label PEFC avec 600 mètres cubes de pain maritime qui a été certifié et qui atteste bien que le département est engagé dans cette démarche-là. Voilà. J'étais bon là, 2 minutes. Parfait, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Géraldine Guémalet, merci Léa Bols. On va donc enchaîner sur un deuxième temps. Voilà, merci.